Voilà, merci beaucoup Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Merci aussi aux organisateurs de cette exposition d'avoir inclus le yoga dans leur champ de recherche, ce qui n'était pas évident du tout. Mais en même temps, ce qui est très riche. Nous allons voir que là aussi, ce que nous offrent les grandes cultures d'Asie nous oblige à un déplacement dans nos concepts de médecine, bien sûr, mais de thérapie, de santé et même de salut. Voilà. Alors, les traditions indiennes qui répondent au nom de yoga nous font entrer dans une histoire qui est plurimillénaire et c'est un univers d'une extrême diversité au point qu'il faut parler des yogas et pas du yoga, même si je vais très souvent employer le singulier. Bon, donc c'est un panorama dont je ne vais pas du tout rendre compte. Les contextes philosophiques, les ancrages sectaires, les affiliations, les concurrences entre écoles diverses, toutes les transformations dues à la modernité font que on ne peut pas identifier un noyau originel qui serait une sorte d'essence du yoga, un yoga breveté authentique, comme on aimerait bien parfois. Et pourtant, et c'est là où ça va vraiment intéresser le propos de cette journée, s'il n'y a pas de noyau originel, il y a un objectif commun, qui est la délivrance de la souffrance existentielle, quelle que soit la manière dont on l'entend. Et c'est le premier point que je vais rappeler, qui donne son sens au yoga ancien. Ensuite, rapidement, je vais questionner un lien qui paraît évident à beaucoup de personnes aujourd'hui, qui est le lien entre yoga et Ayurveda. Et je vais questionner ce lien que l'on croit fort ancien, historique. Et puis enfin, je proposerai de réfléchir à l'inflexion que les yogas contemporains ont pris, au tournant qu'ils ont pris, en s'installant ou en étant installés sur le terrain de la santé. Voilà. Donc, 3 points, 3 petits quarts d'heure, pour des évolutions, bien sûr, qui sont nécessairement beaucoup plus complexes que ce que je vais dire. Donc, la première chose à souligner, c'est que la souffrance dont le yoga veut s'occuper, elle est multiforme dans ses causes, dans ses origines et dans ses conséquences, mais cette souffrance, elle est toujours analysée d'un point de vue métaphysique. C'est-à-dire que dukkha en sanskrit, dukkha en pali, dans la langue du Bouddha, puisque aussi bien les sages qui sont du côté de l'hindouisme que ceux qui sont du côté du bouddhisme réfléchissent à cette question-là, dukkha, c'est le signe d'une condition humaine universelle qui enferme l'être humain à la fois dans sa propre histoire et dans la chaîne de ses actions-réactions et en même temps dans quelque chose de plus vaste qui l'enveloppe, dont il n'est pas responsable mais auquel il participe, qui est le cycle des réincarnations et plus largement encore un temps cosmique qui est cyclique. Donc, on peut dire que est yogi celui qui refuse le règne de ces conditionnements et qui travaille ardemment à la réalisation de ce but transcendant, moksha, la libération en cette vie de ces enfermements. Comment est-ce qu'il y parvient? D'abord, par une pratique soutenue du contrôle ou de l'extinction du mental ou de l'ego. Puisque c'est dans la composition du mental ou de l'ego, pour le dire très vite, que s'enracinent ces conditionnements. Alors la spécificité du ou des yogas, c'est qu'il propose une discipline pratique de l'esprit,
à travers la concentration, la méditation, l'usage de visualisation, de vibrations sonores, ou aussi l'abandon de soi à une divinité dans les yogas qu'on appelle théistes. Mais la pratique a nécessairement une dimension corporelle, parce que le corps de chair participe de l'expérience de transformation. Il est d'ailleurs lui-même transformé en un espace intérieur dans lequel évoluent les éléments de la nature, les énergies, les souffles et même la projection de figures divines. Alors, l'iconographie nous donne de nombreuses cartographies de cet espace interne et vous verrez des images dans l'exposition. Surtout, des capacités particulières distinguent des autres organismes ce corps transfiguré. L'ubiquité, l'apparition-disparition, la capacité à voler, la suspension indéfinie de la respiration, l'entrée dans le corps d'un autre, la longévité et même sa transmutation en un composé psychophysique qui est réputé immortel. Alors, au regard de la vie commune, ces capacités apparaissent comme des facultés extraordinaires, les fameux siddhis, les pouvoirs. Et certains courants ont fait de leur acquisition une finalité en soi, tandis que d'autres n'y voient que des obstacles sur le chemin de la libération ou des conséquences insignifiantes ou de simples symptômes que l'on a avancés sur le terrain de la sagesse et donc qu'il en découle certains pouvoirs. Il semblerait donc que de manière inégale, de manière diverse, dans les yogas anciens, se soit établie une hiérarchie de valeurs entre une expérience métaphysique radicale qui consisterait en la libération de la conscience pure, libération du monde, libération du moi, même si cette conscience est incarnée, et puis d'autre part des objectifs qui sont plus mondains, comme l'acquisition de pouvoir ou d'une entité corporelle immortelle. Ce qui a pu fonder une échelle d'objectifs valorisant le salut, l'objectif métaphysique de délivrance, plutôt que la santé, la dimension sotériologique du yoga, plutôt que son effectivité thérapeutique. Mais en fait, on s'aperçoit, à lire les textes, que cette distinction n'est pas toujours évidente et qu'elle est sans doute mal adaptée à une proposition, celle du yoga, qui est fondamentalement holistique. Voilà, donc très rapidement, j'essaye de rappeler ce terrain et maintenant, je vais continuer à développer cela en questionnant ce lien qu'on fait entre Ayurveda et yoga. C'est aujourd'hui, comme je le disais en introduction, c'est aujourd'hui une évidence que Ayurveda et yoga sont deux disciplines historiquement jumelles. Mais en fait, comme on va le voir, c'est une réinterprétation moderne qui répond d'ailleurs à certaines logiques. Leurs relations anciennes sont loin d'être étroites, même si elles existent. La Charaka Samhita, dont nous a parlé ce matin Amandine Vatelier-Bricou, qui est donc l'un des deux plus anciens traités ayurvédiques, qui est antérieur à la Bible du yoga, qui sont les Yoga Sutras de Patanjali, qui donc lui est antérieure de plusieurs siècles. Cette Charaka Samhita comporte une section sur le yoga. Ce sont les strophes 137 à 155. Et elle définit le yoga à la fois comme la libération spirituelle et comme l'ensemble des moyens pour y parvenir. Ce traité décrit notamment une série de pouvoirs surnaturels, ce que j'ai dit tout à l'heure, plus bien d'autres,
qui sont développés au moyen d'exercices de méditation en 8 étapes. 8, c'est toujours un chiffre qui revient dans les listes et qui implique une certaine forme de complétude. Et ces exercices de méditation s'inspirent de pratiques bouddhistes. Et le passage de la Charaka Samhita auquel je fais allusion se conclut par l'affirmation que le yoga est le moyen pour réaliser la cessation définitive de toutes les souffrances et de leurs causes. Pourquoi ? Puisque le soi incarné est alors reconnu comme l'absolu, le Brahman. Et c'est ça qui met fin aux souffrances. Patanjali, l'auteur présumé des Yoga Sutras, semble avoir eu quelques connaissances ayurvédiques, comme ce fut le cas aussi d'autres auteurs de traités de yoga, autres que lui à sa même époque ou dans le courant du premier millénaire de notre ère. Mais des études récentes suggèrent que ces savoirs ressortissaient d'une connaissance diffuse dans la culture indienne savante, qui ne puisait pas nécessairement à l'Ayurveda, mais aussi bien dans des textes brahmaniques érudits ou dans des expérimentations tantriques sur les énergies. Je vais y revenir. Il y avait ainsi un partage ou une communauté dans le lexique des humeurs, la Bible, Pitta, le flegme, Kapha, et le vent, Vata, on a vu ça ce matin, ou bien dans le lexique des composants du corps et des maladies. Alors on en sait un petit peu plus sur l'usage du yoga, dans le traitement de certaines maladies au début du deuxième millénaire. Surtout parce que les traités deviennent plus disers sur les pratiques de yoga. On a ainsi un traité qui s'appelle la Dharma Putrika, qui se veut un guide de libération spirituelle de tradition shivaïte, et qui a été rédigé, on pense, aux alentours du XIe, XIIe siècle au Népal. Et il consacre un chapitre au yoga en disant que le yoga est une thérapie. Plus tard, probablement deuxième moitié du XVe siècle, on a un grand texte qui est une sorte d'encyclopédie des pratiques sur le yoga, qui s'appelle la Hatha Pradipika. Et ce texte expose les effets de la pratique à différents niveaux. Je donne quelques exemples. Au stade initial, on a des techniques que le texte appelle Shat Karma. Karma, les actions, Shat, 6. Les 6 actions de purification que le yogi qui veut vraiment s'engager avec assiduité dans la proposition de la Hatha Yoga Pradipika doit pratiquer avant de faire, comme nous disons, de faire du yoga. Il doit purifier son corps. Alors c'est le nettoyage de l'intérieur de l'estomac avec un linge, ce sont les vomissements, les lavements, le nettoyage des sinus à l'aide d'une cordelette, la fixation du regard sur un point qui fait pleurer les yeux et qui purifie la vue, le barattage de l'abdomen, et puis la respiration rapide avec des expirations intenses, une sorte de respiration en soufflet que les yogis aujourd'hui connaissent bien toujours parce que ça fait partie du répertoire des yogas contemporains et qu'on appelle Kapalabhati. Alors la Hatha Pradipika n'énumère pas beaucoup de postures, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Une quinzaine. Et de ces postures, ou aussi des exercices de contrôle du souffle, elle souligne certains effets thérapeutiques. Par exemple, certaines postures éveillent le feu digestif, suppriment la dilatation de la rate, confère la bonne santé en détruisant toutes les maladies. Je cite le texte. Mais les mêmes pratiques ou d'autres s'inscrivent clairement dans une finalité plus vaste.
quand elle purifie les 12 000 nadis. Les nadis, ce sont ces rivières qui parcourent le corps interne et dont on a parlé à plusieurs reprises ce matin. Ou bien quand ces postures et ces exercices respiratoires procurent le repos de l'esprit, délivrent de la vieillesse, ou même dans une finalité ultime, éveillent l'énergie originelle, fondatrice dans le corps et, je cite, brise les portes de la libération. En fait, plutôt que les postures qui sont très peu nombreuses, on a des exercices qu'on appelle les bandhas. Bandha, on peut traduire ça par ligature. Il s'agit de ligaturer les énergies afin de les contraindre à s'élever depuis la base du corps jusqu'au sommet. Ou bien les mudras, qui sont des gestes qui participent de cette dynamique-là. Fernand Meyer disait la dynamique des fluides. Oui, ben on est aussi dans cette vision-là. Et ces exercices concentrent les énergies dans des points particuliers, les chakras, et les conduisent le long de canaux du corps subtil, les nadis. Alors, ce travail, qui n'est pas thérapeutique au sens habituel que nous donnons à ce terme, a pourtant évidemment aussi des effets curatifs sur le corps dense. Il apparaît en fait qu'entre le XIe et le XVIe siècle, les yogis ont développé des approches spécifiquement yogiques du corps et de ses désordres, et du retour à l'ordre, bien sûr. Ils pouvaient ainsi utiliser une certaine connaissance de la physiologie pour susciter, contrôler ou expliquer divers phénomènes. La modification de l'équilibre des humeurs, la modification de la dynamique des fluides, la respiration, la chaleur et le froid, etc. Ils avaient acquis des savoirs concernant les maladies, l'hygiène, la manière de se nourrir et de jeûner, de composer même certains remèdes. Mais il s'avère, d'après les études que nous avons sur ces sujets, qu'ils ont rarement puisé dans la médecine de leur époque, qu'ils ont rarement demandé de l'aide aux Vaidya, c'est-à-dire aux médecins, en particulier aux médecins ayurvédiques, avec qui ils sont même plutôt entrés en concurrence comme guérisseurs quand ils avaient acquis des pouvoirs. Alors bien sûr, on suppose avec vraisemblance que dans les communautés de yogis, dont je vais parler ensuite, les maîtres conseillaient les disciples et faisaient au besoin fonction de thérapeutes, ne serait-ce que parce qu'ils avaient l'habitude des difficultés qu'on pouvait rencontrer et même des erreurs qu'on pouvait faire en pratiquant le yoga. Donc, avec leurs dons de voyance, avec leurs aptitudes thérapeutiques, leur savoir-faire alchimique aussi, eh bien, les communautés se colorent d'une ambiance magico-religieuse qui est celle dans laquelle on voit évoluer les ascètes et leur entourage au cours du 2e millénaire de notre ère. Alors, pour terminer sur ce rapport entre Ayurveda et yoga, qui est plus une création contemporaine, et j'espère expliquer pourquoi dans ma 3e partie, je dois souligner que, donc au moins jusqu'au XVIe siècle, la santé, au sens où nous l'entendons, n'est pas une préoccupation majeure des yogis, ni une fin en soi. Soigner son corps, quand ça arrive, ce qui n'est pas toujours le cas, sert avant tout à éviter que celui-ci ne devienne un obstacle sur le chemin de la délivrance. Il doit accumuler force, souplesse, endurance pour satisfaire aux exigences des longues stations méditatives, pour prouver que le yogi en est bienvenu à cet état d'équanimité qui lui fait supporter également le froid glacial et la chaleur torride, pour confirmer son détachement, puisqu'il supporte la nudité
et toutes les privations. Et il arrive aussi, comme je le mentionnais, que la pratique soit trop intense ou mal ajustée et engendre des désordres physiologiques et psychologiques auxquels il faut remédier. Donc, ce que montrent les travaux sur les relations entre yoga, Ayurveda et, disons plus largement, médecines indigènes dans l'Inde prémoderne et moderne aussi, sont encore incomplets. Même s'ils ont fait l'objet d'un vaste travail, le projet de recherche Ayur-Yog, Ayur comme Ayurveda, Yog comme yoga, ayuryog.org, un projet qui a été subventionné par le Conseil européen de la recherche entre 2015 et 2020 et qui continue évidemment. Ce projet permet de constater que jusqu'au XVIe siècle, la terminologie de l'Ayurveda est très peu répandue dans les textes de yoga. Mais elle devient plus fréquente entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Alors cette évolution va de pair avec une préoccupation grandissante pour le corps de chair et la préservation de la santé. Pour ma part, et puisque je me pose des questions autour de cela depuis longtemps, j'attribuerai volontiers cette inflexion progressive et multifactorielle au contexte dans lequel s'épanouit le yoga à partir du XVIe siècle. Et je voudrais dire quelques mots de cela. Tout d'abord, à partir de cette époque, l'époque moghole donc, de grandes lignées de yogis vont s'institutionnaliser. Les Naths, les Dashanamis, les Udasis, les Ramanandis, les Siddharthamouls. Certains d'entre eux, certains de leurs maîtres, vont même officier comme conseillers médicaux auprès des princes. Les documents sont rares, mais quand on en a, ils nous montrent ces maîtres fournissant des services sanitaires aux gens de la cour et même aux autres, sous la forme de prières, de mantras, de distribution de cendres sacrées et même parfois de plantes médicinales, ce qui, selon nos manières de diviser le travail et de diviser les choses, ne devrait pas être de leur ressort. Donc ils ont une place comme thérapeutes qui est pour certains d'entre eux assez importante. Naturellement, ils exercent aussi les fameux pouvoirs, leurs siddhis, dans ces cours princières. Et plus ils en ont, plus ils sont richement dotés par les princes et leur communauté en profitent largement. Autre facteur, deuxième facteur, certaines de ces lignées de yoga ou de ces communautés ont développé des ailes d'ascètes guerriers. Alors, ça peut être une surprise pour ceux qui pensent que le yoga est une pratique tout à fait non violente, mais il a existé des yogis combattants, et même vigoureusement combattants. Alors, ces gens ont ensuite combattu les colons britanniques ou excité un peu dans l'armée des Indes, voilà, les hindous et les musulmans contre leurs officiers britanniques. Et ces yogis ont développé, au fil du temps, une idéologie du corps fort et sain, S-A-I-N, à travers la pratique conjointe du yoga et des arts martiaux, de la lutte qui a été qui est toujours une pratique très très populaire en Inde, mais aussi de massage et de différents soins corporels. On se faisait masser au retour des échauffourées avec les ascètes musulmans ou les bandits. Voilà. Donc il y a aussi cette influence-là. En même temps, disons, oui, à partir du XVIIe, XVIIIe, enfin c'est une évolution lente.
qui s'épanouit à la fin du 19e et dans la première moitié du 20e, la pratique du yoga se vulgarise, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a une diffusion du yoga parmi ceux qu'on appelle les maîtres de maison, ce sont les pères de famille, mais maîtres de maison, ça rend mieux compte du nom, enfin de la fonction qui est de diriger une vaste famille, hein, qui n'est pas constituée seulement de la femme et des enfants, mais de toute une maisonnée. Donc ces maîtres de maison, les hommes dans le monde, peu à peu, le yoga s'adresse de plus en plus à eux, et ça l'infléchit vers la préservation de la santé, plus que vers des conceptions radicales de la libération que portaient et continuent de porter les ascètes qui sont hors du monde. Voilà, donc ça, ce sont des évolutions qui sont internes à l'Inde. Et puis, il faut ajouter l'influence des Occidentaux, qui, dans le cours du XIXe siècle, développent chez eux, pas en Inde, chez eux, des techniques corporelles qui sont destinées à la fois aux armées et aux populations mises à mal par la révolution industrielle. Les États européens soutiennent ainsi, dans une perspective souvent nationaliste, la genèse de programmes hygiénistes, de gymnastiques diverses, de sports, qui s'inscrivent ou qui concourent à une éducation rationnelle du corps. Alors, à travers la présence britannique, ces nouveautés vont gagner l'Inde et, dans certains cas, se mêler aux disciplines indigènes. On a l'exemple de plusieurs grands réinventeurs du yoga dans les années 1920-1930, qui vont faire naître des formes d'hybridation ou de recomposition. Par exemple, le Swami Kuvalayananda, qui crée une clinique yogique et ayurvédique dans un lieu qui s'appelle Lonavala, qui est dans les collines, enfin à l'air frais, à peu près 1 heure de route de Bombay ou un peu plus de Mumbai. Donc clinique ayurvédique, clinique yogique et ayurvédique. On voit bien le projet, on voit bien comment peu à peu yoga et ayurveda se jumellent. Yogendra, un autre grand maître de ces années 1920, prône la santé et le bien-être pour tous à travers le yoga. Et il va ouvrir ses premiers cours à horaire fixe, les cours au sens moderne du terme, à des hommes d'affaires de Mumbai, qui s'appelaient alors Bombay, et qui ont besoin de maigrir, de se sentir mieux dans leur corps, etc. De même Shivananda à Rishikesh. Alors lui, il était pharmacien de formation, et il a prodigué de nombreux conseils thérapeutiques issus des traditions ayurvédiques et aussi tantriques, cet héritage de la réflexion sur les énergies et de la pratique sur le corps subtil. Pensez à Gandhi aussi, qui fait de l'autodiscipline le fondement de la construction d'une nation indienne autonome, en établissant un lien puissant entre maîtrise de soi et santé physique, considérées toutes les deux comme des qualités essentielles dans le combat contre l'oppression britannique. Ainsi se développe, en Inde même, une idéologie du corps et de la santé qui associe, ou qui veut associer, rationalité scientifique, diffusion populaire, et nationalisme naissant. Alors cette association modifie profondément la définition du yoga, sans que soient oubliées ses finalités historiques. Mais disons que c'est cette définition ou ce déplacement sur le terrain de la santé qui a assuré le succès du yoga
en Inde et ailleurs, parce que ce déplacement répond à de nombreuses quêtes contemporaines. Et les manifestations les plus récentes de ce succès ne devraient donc pas vraiment nous étonner. Je dis un mot de cela pour terminer. En 1995, le ministère de la Santé indien crée le département Ayush pour la promotion des médecines indigènes. Ayush, c'est un drôle de nom. En fait, c'est un acronyme qui peut se lire comme un mot sanskrit, Ayush, la santé, la longévité, c'est ce que Amandine a expliqué ce matin. Mais en même temps, ce sont les initiales de Ayurveda, Yoga, Unani. Unani, c'est une des médecines d'origine arabe. A-Y-U, S, Siddha, le système thérapeutique d'origine dravidienne, homéopathie. Donc A-Y-U-S-H. Donc le yoga est devenu officiellement en Inde une médecine, même si l'Inde lui reconnaît aussi d'autres dimensions. Puis, à la suite d'un intense lobbying du premier gouvernement Modi, le 11 décembre 2014, l'Assemblée générale des Nations unies adopte en séance plénière la résolution suivante. Je lis, les phrases sont un peu longues, mais... Soulignant le fait que la santé mondiale constitue également un objectif de développement à long terme, qui nécessite une coopération internationale plus étroite, fondée sur l'échange de pratiques optimales visant à encourager les individus à adopter de meilleurs modes de vie excluant toute espèce d'excès, reconnaissant que le yoga offre une approche globale de la santé et du bien-être, reconnaissant également qu'une plus large diffusion d'informations sur les bienfaits du yoga serait bénéfique pour la santé de la population mondiale. Donc, l'Assemblée générale des Nations unies, 1. Décide de proclamer le 21 juin Journée internationale du yoga. 2. Invite tous les États membres et les États observateurs, les organismes des Nations unies et les autres organisations internationales et régionales, ainsi que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les particuliers, à célébrer la Journée internationale du yoga comme il se doit et conformément aux priorités nationales, afin de sensibiliser le public aux bienfaits de cette pratique. En 2015, le gouvernement indien détache du ministère de la Santé le département Ayush pour l'ériger en ministère autonome, soulignant ainsi l'importance cruciale qu'il entend lui accorder désormais et en donnant la direction à un ministre nationaliste et très offensif. Là encore, ce changement obtient une reconnaissance internationale que nous sommes bien obligés d'enregistrer, puisqu'il aboutit le 25 mars 2022, donc très récemment, à un accord de partenariat entre l'OMS et Ayush pour l'installation du nouveau centre mondial de médecine traditionnelle de l'OMS à Jamnagar, au Gujarat. Le premier sommet mondial de ce nouveau centre aura lieu sous ce double patronage, l'Organisation mondiale de la santé et l'Ayush, en août 2023, avant que ne se tienne le G20, dont l'Inde est cette année le pays hôte, comme vous le savez sûrement. Et il va y avoir des relations entre les deux événements. Cet événement promet de... Vous pouvez voir ça sur le site consacré à ce nouveau centre. Il promet de coordonner ancienne sagesse et sciences modernes pour la santé des peuples et de la planète. Voilà le nouveau programme d'une médecine indigène qui est
rationalisé, qui est réapproprié par l'Inde. Voilà, et ça touche aussi le yoga, puisque le yoga fait partie de tout cet ensemble. Alors, pour conclure, je dirais que toutes ces évolutions ont métissé la discipline et la reconfigurent pour répondre aux aspirations et aux modes de vie contemporains, parmi lesquels la santé et le bien-être, que ce soit là-bas ou ici, sont des préoccupations majeures. Or, la vision du corps qui a fondé le développement historique du yoga et sa finalité de délivrance des conditionnements existentiels reste largement étrangère à la culture mondialisée dans laquelle nous baignons. Le terrain d'exercice privilégié des yogas contemporains, c'est le corps physique, ce que nous appelons le corps. Tel que la culture occidentale le conçoit, d'où l'accent principal mis sur les postures qui sont devenues le marqueur généralisé de ce yoga. Alors, ce n'est pas qu'ils ne répondent plus, ces yogas, à des quêtes d'ordre spirituel et d'intériorité, bien au contraire. Mais ce déplacement fait partie, comme le soulignent deux historiens du Hatha Yoga, James Mallinson et Mark Singleton, de défis herméneutiques pour les chercheurs et les historiens du yoga. Parce que tout cela est fondé sur des dissonances cognitives qui caractérisent parfois la rencontre du yoga avec la modernité, dissonances cognitives sur lesquelles je n'insiste pas, mais qui sont essentielles et que Fernand Meyer a tellement bien expliqué tout à l'heure en montrant comment des modèles différents du corps ou de ce qu'on peut appeler un corps coexistent, se rencontrent, s'influencent les uns les autres dans leurs différences. Voilà, je vous remercie.